Salut à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Julien Rivaud, responsable génie logiciel. I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Bonjour Julien. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour échanger avec toi autour de la fonction du pôle du génie logiciel, qu'on peut d'ailleurs retrouver sous d'autres noms dans différentes entreprises comme le pôle architecture, la qualité. L'idée, c'est de comprendre de quoi ce pôle est constitué, à quoi ça sert et un petit peu ton retour d'expérience là-dessus. Mais avant, Julien, comme d'habitude, j'aimerais qu'on fasse un petit saut dans le passé. Est-ce que tu peux me parler de ton premier projet informatique? Alors Julien est assez vieux, hein, je m'excuse pour les auditeurs. Alors, premier projet, j'ai un premier programme qui me vient en tête, qui était comme, je pense, toi, vu ton âge aussi, sur la calculette quand j'étais en terminale, première scientifique terminale, les petits programmes classiques pour calculer le discriminant d'un polynôme ou des trucs comme ça c'est les premiers, mais est-ce qu'on peut appeler ça vraiment ça projet? Je sais pas. Mon premier vrai projet, après, c'était en école, je pense plutôt, où j'ai fait un jeu de cartes, développer un jeu de cartes, c'était en Delphi, qui s'appelle le Trut, qui est un jeu de cartes qui vient d'Anjou, un jeu de cartes bien spécifique. Bien spécifique, et c'était notre projet d'année, et ça c'était vraiment un projet assez conséquent par rapport aux petits projets et aux petits exercices qu'on avait au début, quoi. Donc c'est vraiment mon premier projet où j'ai passé des nuits, des soirées dessus, et qui m'a c'était un bon souvenir. Ouais, très bon souvenir, parce que au fur et à mesure que t'avances dans les nuits avec les collègues, tu avances plus ou moins bien, mais en tout cas t'avances, quoi. Moi je sais pas si tu partageras, mais moi je trouve que les projets qu'on fait dans les études, c'est des projets qui marquent toute une vie, quoi. Moi oui, j'en ai pour 3-4 années de mes études, à chaque fois j'ai un projet qui m'a marqué énormément et que j'ai adoré, et qui au début peut sembler impossible, et finalement on y arrive à force d'heures et d'heures, et donc c'est ce côté-là, je pense, qui fait que ça marque pas mal, quoi. C'est qu'on est devant une montagne, et en fait on se rend compte qu'on y arrive au fur et à mesure qu'on bosse, quoi. Julien, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et expliquer un petit peu ton parcours, ta vie, ton œuvre, qu'est-ce qui t'anime? Ouais, alors mon parcours, bac scientifique, donc je viens d'Anjou, comme je t'ai dit, de l'Ouest, bac scientifique avec une école après en mathématiques appliquées informatique. Donc j'étais très vite passionné, je suis allé là-dedans parce que j'aimais les maths et l'info, et très vite passionné par l'algorithmie plus que le front et tous ces trucs où on met un bouton rouge. Et donc j'ai même hésité à partir carrément dans un doctorat en optimisation, donc beaucoup pour des problèmes de complexité. Et finalement, vu qu'à l'époque ça portait pas trop la data et tout ça, je suis parti dans le développement informatique qui était plus ouvert. Donc et après, donc, je suis parti dans les ESN, comme beaucoup, et j'ai fait plusieurs villes, donc Angers, Toulouse, Paris, Londres, et maintenant Lyon. À Lyon, chez EDF. Justement, tu parles d'EDF, alors on va pas présenter EDF parce que je pense que tout le monde connaît. Par contre, toi, tu travailles dans le service Unitep. Est-ce que tu peux nous présenter à la fois l'Unitep, le service, et le service dans lequel tu travailles? Ouais, alors l'Unitep, pour schématiser, on fait du télécom et du SI pour le producteur, donc pour les centrales nucléaires, thermiques et hydrauliques globalement. Donc moi évidemment je suis dans la branche SI, et donc on fournit le producteur en logiciel, en software dont il a besoin pour faire son métier le mieux possible. Donc vraiment orienté producteur. On s'occupe aussi des simulateurs de centrales, c'est nous qui les maintenons aussi côté Unitep. Donc c'est une branche du SI d'EDF, sachant qu'il y a aussi une SI plus grosse qu'on appelle la DSIT, mais comme toute entreprise, c'est un peu découpé spécialité producteur, parce que c'est des métiers quand même bien spécifiques. Et du coup, dans l'Unitep, toi, tu travailles sur la partie pôle génie logiciel qui va nous animer. C'est ça. La première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le génie logiciel, ou le pôle architecture, ou le pôle qualité, en fonction de combien, avec tes mots, pour que quelqu'un qui ne connaisse pas puisse un petit peu essayer de comprendre ces concepts. Ouais. Moi, quand je suis arrivé donc et que j'ai pris ce pôle, les prérogatives, c'était de monter un pôle qui préconise les bonnes pratiques de développement, comment on fait bien en gros des logiciels informatiques, pour qu'on ait une même norme pour toute Unitep, parce que Unitep c'est quand même dans les 200-250 applications, donc il fallait qu'on ait quelque chose d'un peu carré plutôt que chacun parte un peu dans toutes les directions. Et donc c'est ça, c'est émettre les normes de bonnes pratiques, on va dire, développement logiciel, et en même temps vérifier que ces normes sont respectées en allant dans le code et en regardant, ou en faisant des points
avec les équipes. Et c'est un truc qui paraît fou, je pense, pour les gens qui nous écoutent et qui sont pas forcément du domaine de l'informatique, c'est que il y a plein de manières de développer. Et en fait, si tu as 200 applications et tu as fait travailler 200 équipes, tu peux potentiellement avoir 200 trucs qui n'ont rien à voir. Exactement. Avec et même si c'est le même langage. Et même si c'est le même langage. Exactement. Parce que encore deux langages, ça paraît évident pour à peu près tout le monde. Mais même un même langage, on rentre dans une appli ou dans un autre, un même langage en Java par exemple, et ben des fois on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, alors que l'autre on y rentrerait en 2 secondes parce qu'elle est plus classique, on va dire. Donc avant de rentrer dans le détail de ce que fait le pôle et de quoi c'est composé, comment c'est organisé, c'est quoi aujourd'hui, c'était quoi historiquement qui vous a donné qu'on appelle ça l'envie de démarrer ça, c'était quoi j'ai envie de dire qui c'est qui était à la manœuvre pour ça? Alors c'était pas moi, c'était juste avant mon arrivée, c'était quelques mois avant, par un de nos managers que tu connais bien, Vincent, je crois, et pas que lui, ils étaient plusieurs. Il y avait ce qu'ils appelaient un groupe ça s'appelait CCFT à l'époque, donc Centre de compétences fonctionnelles et techniques, et moi j'étais plus dans le T, justement dans le technique, et ils ont voulu monter des centres un peu de compétences spécialisés dans certaines choses. Donc on a un truc sur l'architecture, on a un truc sur les tests, et dont le génie logiciel qu'il fallait monter aussi. Historiquement aussi, ça vient parce que EDF, notre cœur de métier, c'est pas l'informatique, c'est la production donc d'électricité, et donc on sous-traite énormément l'informatique à des entreprises comme Axopen d'ailleurs. Et donc le but, c'était aussi, comme on a plein d'entreprises différentes et donc plein de savoir-faire différents avec plein d'expériences, de seniorités différentes, qu'on dise à EDF, nous on veut ça, que ça fait comme ça, c'est telle technique, et donc on vous demande de faire ça comme ça et on vérifiera que c'est bien fait. C'est une sorte de quality gate que vous avez voulu mettre en place pour réceptionner les projets des différents prestataires. Exactement, qui pouvaient travailler. C'est venu, je pense, avec aussi le passif qui fait que quand on change de prestataire, ce qui arrive quand on change de contrat, des fois on a remarqué que les passages de compétences d'un projet, des fois ça se passait très bien, et d'autres projets ça se passait dans la douleur, quoi. Donc c'est qu'il y a forcément quelque chose qui change niveau code et niveau projet, quoi. Et du coup vous êtes parti from scratch, c'est-à-dire vous aviez rien et vous avez créé ça ex nihilo. Exactement, il y a eu d'abord un gros moment d'état de l'art, on va dire, parce que pour savoir ce qui est bien, voir ce qu'on a aussi à la maison niveau application, parce qu'on s'est d'abord focusé sur nos technos maison, et voir ce qui se faisait, aller discuter avec pas mal de lead tech pour voir ce qu'ils en pensaient, leurs avis, parce que c'est ça la force de ce pôle, et on en parlera peut-être plus tard, c'est souvent orienté autour de discussions entre techos pendant les réunions, donc c'est quand même assez agréable, et ça permet de pas rester dans sa petite fenêtre, mais d'avoir d'autres avis et de voir aussi les évolutions, parce que les technos évoluent pas mal, quoi. Et du coup c'est quoi la première étape? C'est que vous êtes dit vous êtes concerté, vous êtes dit c'est ça être un bon logiciel pour EDF, parce que ça j'imagine que c'est une discussion infinissable. Oui, à un moment faut prendre une décision, quoi. C'est ça le truc. Donc non, après le début, je me rappelle, il y avait très peu de règles, et c'était des règles assez de évidence, ouais, voilà, que tout le monde était d'accord, des trucs qui sont marqués dans les bibles de Java, si je reste en Java par exemple. Donc et c'est sur les règles plus où il y a plus de débats, où là faut décider, et il a été décidé d'ailleurs que ce soit le pôle de génie logiciel, donc l'équipe qui avait le dernier mot s'il y avait un souci, quoi. Donc on est garant, on va dire, de ces règles, et on essaie de les mettre à jour régulièrement, surtout quand les entreprises, donc EDF en ce moment, on bouge aussi des fois de techno, quand on arrive dans d'autres technos, faut aussi se remettre un peu à la jour et voir ce qui se fait ailleurs aussi. Parce que du coup dans les règles, l'espèce de points de contrôle que vous avez, il y a des sujets très techniques comme du code. Vous avez mis que du code, ou il y a aussi des sujets d'architecture, d'organisation, il y a un peu de. Il y a aussi d'intégration continue, des trucs comme ça en fait qui sont propres à EDF, et on demande par exemple qu'ils soient sur notre GitLab, des choses comme ça. C'est des petites vérifications qui sont pas liées au code même, mais qui sont liées quand même, on va dire, au package projet qu'on va transmettre à une autre équipe quand elle viendra, quoi. Donc oui, on demande aussi certaines des pages 404, pas spécialisées, etc. On vérifie ça aussi au passage, alors que c'est pas du code pur, une façon de coder pure. Ouais, c'est un ensemble de bonnes pratiques que vous souhaitiez harmoniser au sein de EDF. Voilà, ouais. Il y a un gros parti quand même, il y a quand même les 2/3 sur le code pur. Ouais. Mais il y a quand même quelques petites règles qu'on souhaite appliquer pour toutes les applications, et donc c'est le moyen de le faire appliquer, c'est par le génie logiciel, quoi. Et du coup, alors j'imagine que les prestataires n'ont pas forcément vu ça d'un bon œil des premières fois aussi. J'ai été très surpris que franchement 98% des cas ça se passe très très bien, sans trop de tension. Ouais, c'est ça. Il y a même des discussions très intéressantes qui nous permettent des fois même de se reposer les questions sur des règles, et donc de se dire, et après on recreuse, on regarde, et
Et même des fois, on les a updatés, donc on contacte le mec en disant bah super, c'était sympa de nous avoir dit ça et on a changé ça. Donc non, mais il y a toujours des vieux réfractaires. Généralement, c'est quand même les alors, dans ma présentation, j'ai pas fait, mais je fais beaucoup de montagnes et de choses comme ça, et ça se compare un peu au vieil alpinisme qui a tout vu, tout connu, et qui sait mieux que tout le monde parce qu'il a fait un sommet plus que tout le monde. Et il y en a des comme ça, qui vont même réfuter l'évidence quand on demande qu'il faut mettre une clé primaire, quand même, c'est mieux. Dans une base relationnelle, je parle. Il va dire, mais non, ça c'est la vieille école. Enfin, donc, ouais, mais très très peu globalement, et c'est une surprise. Et, en plus, moi, j'ai tendance à dire que, ça paraît surprenant, je pense, pour les gens qui peuvent nous écouter et qui sont pas forcément directement animés dans le code, mais en fait, la qualité des projets est pas très bonne globalement. Enfin, c'est-à-dire, je parle pas chez EDF, mais globalement, la qualité des projets de développement, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont mal faites, qui sont mal faites et qui sont jamais vérifiées et qui sont pourtant des choses évidentes. Ouais, mais je pense aussi, je pense que c'est lié au cycle de vie du logiciel et au fait qu'on court souvent contre le temps, de toute façon, parce que c'est à chaque fois, d'ailleurs, nos tâches, on les chiffre en heures ou en jours. Donc, c'est ça, c'est qu'il faut aller vite, du moment que ça marche, des fois, on met un to-do et on sait très bien qu'il va rester là. Toute sa vie. C'est pour ça que déjà des fois on veut pas signer les to-do, on laisse juste le to-do et on avance, Mais c'est marrant parce que moi j'étais pas mal inspiré de discours qu'on avait. D'ailleurs, on avait peut-être pu entendre ensemble à We Are Developer des discours sur la qualité de code qui avait été donné par l'équipe de Sonar. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'il faut prendre vraiment, j'ai envie de dire, tout le temps. C'est-à-dire, c'est pas un sujet tu peux dire à la fin de mon projet je vais faire de la qualité de code. C'est ça. C'est pas possible. C'est un peu comme le testing, j'ai envie de dire, parce que c'est pareil, si tu finis ton code à 200 000 lignes et que tu te dis maintenant je vais faire les tests, ça va pas être drôle. Et oui, on voit bien quand on a été un peu développeur surtout lead où on check un peu ça, que si on regarde pas à chaque push, etc., s'il y a des petits trucs qui passent, on se dit je verrai ça au prochain sprint. Non, parce qu'au prochain sprint, il y aura d'autres choses qui vont arriver et de toute façon, on pose tout le temps, Et du coup, alors, les projets que vous auditez, c'est quoi? Vous êtes un peu la police et vous dites j'interviens au début du projet, au milieu du projet, à la fin du projet, à chaque sprint. Comment ça fonctionne? Alors, pas la police. Dans le sens où on est pire que ça. Non, parce que les gens viennent nous voir volontairement, Et en fait, les chefs de projet et les lead tech sont très friands maintenant de ça. C'est-à-dire que, parce qu'il y a aussi le petit côté... Ils viennent chercher leur plaque. Non, même pas, ils viennent chercher leur augmentation. Parce que la première, généralement, à l'inconnu, ils espèrent. Donc nous, on donne un pourcentage. Ils espèrent un truc pas trop dégoûtant, dans les 70-75%, pourquoi pas. C'est ton côté gamification, en fait. Peut-être, je pense que ça y joue. Ouais. Et souvent, donc on les voit, en effet, à la V1. Si c'est un nouveau projet, on les voit généralement à la V1. Et après, on les voit à chaque version majeure, dire qui push, donc pas à chaque sprint, parce qu'on pourrait pas. Et souvent, c'est le petit truc côté de... J'ai progressé, Ouais, j'ai gagné 4 points, 4-5 points. Et d'ailleurs, on a fait un petit, même s'il n'est pas public, on a fait un petit Wall of Fame et Wall of Shame d'application. Il y en a 2-3 qui sont contents d'être dans le top 5 et à chaque fois, ils se battent quand ils reviennent, Donc, je pense que c'est une bonne émulation. Ouais, exactement. J'ai une très bonne émulation, Et après, c'est dur. Unitep, on a des vieux projets aussi, parce que et c'est très dur de comparer un nouveau projet qui vient d'être fait, où dès le début, ils viennent nous voir, donc ils viennent nous voir quand il y a 20 000 lignes de code, ou c'est pas énorme. Rien, alors qu'un vieux projet qui arrive, qui a déjà 10 ans et qui vient, forcément, c'est pas irrattrapable, mais quasiment aussi. Et du coup, en fait, moi c'est un truc sur lequel je veux t'entendre, et c'est mon intuition, c'est que pour toutes les boîtes dans lesquelles on a vu mettre en place des logiciels qu'on a pu accompagner ou même que des fois qu'on fait pour eux, finalement, très rapidement, ça s'inscrit dans l'esprit des gens que quelque part, il y a quelqu'un qui va regarder. Et du coup, c'est un cercle vertueux où les développeurs, les équipes, elles se mettent dans une dynamique d'essayer de s'améliorer, Ouais, moi j'en suis persuadé, et encore plus quand je vois les projets qui viennent deuxième, troisième, quatrième fois, parce qu'on voit souvent les mêmes développeurs, parce que les équipes elles changent pas tout le temps, heureusement, et on voit que leur nouveau code, déjà, ils ont plus les erreurs qu'ils ont fait dans le passé, des trucs tout bêtes, implémentation de l'interface au lieu de la classe, au lieu de l'interface, des trucs comme ça, des trucs, des ifs dégoûtants imbriqués de partout, et on arrive, le nouveau code, quand on compare le nouveau avec l'ancien, il est quand même plus propre. Et même les développeurs sont généralement assez preneurs, en fait, de ces conseils. Et donc, et nous, on voit aussi la note des projets qui s'améliorent d'audit. Bon, on a des contre-exemples quand même, mais en moyenne, je pense qu'on gagne dans les 3-4 points entre les audits des projets. Donc, c'est ce qui est plutôt pas mal, parce que ça veut dire quoi, la qualité globalement
s'améliore, et que le fait de prêcher la bonne parole, on espère aussi que même si on vérifie pas, ils vont continuer à s'améliorer. Moi, je pense ce qui est vertueux, c'est que tu fais presque de la formation. En fait, les audits, la manière dont c'est fait, c'est presque de la formation. C'est-à-dire que tu viens apporter de l'éclairage à des gens qui n'ont pas forcément le nez dedans. Mais complètement. Et en plus, comme le monde de l'informatique bouge vite, le mec que t'as formé, il ira peut-être sur un autre projet plus tard et ça fera boule de neige, quoi. Complètement. Et on a cette chance, nous, de pouvoir, en tant que pôle génie logiciel, de pas être la tête dans le guidon sur un projet, donc de pouvoir prendre un peu de hauteur et de temps de regarder ces trucs-là. Et dans la discussion, on le voit bien avec les développeurs, ils sont même... personne nous prend pour la police et ils sont même contents, on va dire, de venir. C'est plutôt... je pense que la première fois, il y a la petite peur. Il y a la petite peur. Quand j'ai commencé à faire les restitutions, où on a le chef de projet, le lead tech et 4-5 développeurs à côté. Tu sens que ça... Et tu sais que t'as une mauvaise note en plus. Ouais, c'est ça, tu dis, ça va pas tu dis que ça va pas être un moment facile. Et en fait, généralement, ça se passe plutôt bien parce que même le chef de projet, il n'y a jamais eu un chef qui a tapé sur les doigts et dit non, on va prioriser les trucs, etc. Ouais. Et ils sont contents de voir qu'on s'améliore ensuite. Donc non, je pense c'est gratifiant. C'est gratifiant et il y a toujours une bonne ambiance. Je pense ça aide aussi, quoi. On n'est pas là, on prend pas de haut, quoi. Ce que je dis, il y a beaucoup de discussions et de. Ouais. Du coup, en termes, moi, ça m'intéresse en termes d'organisation. Quand vous avez pris quelqu'un qui était expérimenté, vous avez pris plusieurs personnes. Combien de temps ça prend de faire un audit? Alors, on a commencé au début. Alors, au début, on était 2,5, on était 3 quand je suis arrivé. On est resté à 2 avec un prestataire qu'on avait pris, donc qui était avant qu'on fonctionne avec toi, avec Axopen, qui avait fait participer, donc parce que moi je suis arrivé, on va dire 2 mois après la bouteille cassée sur le PC pour lancer le truc. Donc il est resté là, il a continué à faire les règles et on faisait les audits ensemble et on avançait les règles ensemble. Et après, donc il est parti, donc on a changé, on est venu avec Axopen, donc où on fonctionne avec 1,5 en fonction de 1,5-2 en fonction de la charge de l'année, parce que de toute façon les cycles de projet et les cycles d'entreprise ont des vies plus ou moins actives selon qu'on arrive en fin de congé ou l'été. et globalement on fonctionne très bien comme ça. Un audit selon les projets ça prend 4-5 jours selon la taille du projet. On a quand même donc ça à la fois beaucoup mais c'est pas énorme, et on est de plus en plus rapide. Parce que déjà on a pris des réflexes de compilation, d'installation qui sont quand même beaucoup plus simples. Il y a beaucoup de projets qu'on connaît déjà parce que c'est le 2e, 3e audit, donc on sait très bien que les premières galères de compile ou d'installation qu'on a eu, on va pas les avoir. Et on est maître aussi de nos outils qu'on utilise. Donc et aussi la personne qui travaille avec moi, elle est de plus en plus si compétente, je pense aussi. Donc elle maîtrise bien son sujet. Donc globalement ça avance assez vite, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, t'as pas besoin d'être 50, quoi. Non. C'est-à-dire que souvent, tu sais, quand t'entends les boîtes dire on va mettre un pôle génie logiciel, alors ils partent tout de suite, ça va coûter cher et compagnie. En fait, avec 1 ou 2 bonnes personnes qui sont motivées et en prenant le temps de construire dans le temps, c'est pas si compliqué, quoi. Oui, et donc je pense que c'est un investissement. En fait, même si le retour sur investissement est très dur à mesurer, parce que c'est pas quelque chose de chiffrable, en tout cas pour l'audit de code. Mais on voit nous dans les mêmes audits et même avec la règle qui évolue, les notes évoluent dans le positif, donc forcément on y gagne. On se retrouve, je pense, en passage de compétences. Des fois, quand il y a un nouveau développeur qui arrive, c'est plus simple, c'est arriver dans un code propre et structuré plutôt qu'un truc dégoûtant. Et c'est vrai que tu vois, et aussi en performance, je pense aussi, parce qu'un code joli, c'est forcément. Tu vois, en tant que prestataire, c'est vrai que c'est la mort quand on est censé reprendre un code qui est mal développé, même s'il fonctionne, t'as pas envie, quoi. Ah oui, non, mais déjà, c'est juste, t'as pas envie, quoi. Tu vois. C'est de la peine quand tu rentres, c'est pour ça. Tu vois, ça te coûte cher. En termes de formalisme. Donc, ok, vous avez vos règles que vous avez définies, vous passez ça. C'est quoi? C'est vous envoyez un PDF, vous êtes plutôt une réunion, une restitution. C'est quoi la bonne manière de faire, enfin en tout cas la manière que vous avez choisie pour restituer et puis formaliser tout ça? Nous, c'est toujours une restitution orale, en présence ou à Teams, en tout cas où tout le monde est là. Sur un support, PDF ou Confluence, nous ça change pas grand chose, mais on fournit l'accès au support, donc Confluence, etc. Mais on veut présenter les résultats et expliquer les résultats pour pas juste leur donner une note et où on peut pas en discuter, quoi, parce que il y a aussi pas mal d'audits où on se rend compte que en fait il y a un truc qu'ils avaient planqué là, que c'était passé hors de radar, ou que tu avais une erreur là-dessus et qu'on remet à jour, et ça permet aussi d'expliquer le pourquoi du comment aux développeurs. Si on donne un PDF à tout le monde par mail,
On sait très bien Non, que ça sert à rien. personne va l'ouvrir, tout le monde va le enfin si, ils vont l'ouvrir, vont regarder la note et ils vont le fermer. Ouais, c'est ça. Et c'est tout, quoi. Donc non, ça dure pas si longtemps. C'est un échange selon la taille du projet et le nombre de personnes en réunion, entre 30 et 1 heure, 30 minutes et 1 heure. Ah, donc plutôt une petite touche de rappel fréquente. Exactement, et ça suffit largement, et généralement c'est plutôt des échanges assez constructifs, quoi. Parlons un peu outillage. Alors, qu'est-ce que vous utilisez? SonarCube est notre ami quand même. Mais pas que. Non, loin d'être que ça, quoi. Comment? C'est pas que ça, quoi. Non, c'est pas que ça. Il y a aussi beaucoup. Nous, il y aura une partie SonarCube où on a quand même spécialisé nos règles pour Unitep, et aussi rajouté des petits plugins comme du Green IT, des choses comme ça, parce qu'on essaie quand même d'avoir un discours aussi de ce côté-là. Et on a aussi des outils, on va dire, un peu plus manuels, à coup de regex ou de recherche plus manuelle. Parce qu'on fait de la relecture manuelle de code. Parce que Sonar, déjà il y a aussi beaucoup de fautes positives dans Sonar, tout le monde le sait, et il vérifie pas tout non plus. Puis il n'arrive pas à avoir, à mon avis, le côté... Enfin, il challenge pas la manière dont c'est fait. Déjà, il va regarder le code, mais pas et il est binaire, quoi. Il voit une erreur, il va pas savoir si c'est une erreur inévitable, on va dire, parce qu'il y a quelque chose comme ça, parce qu'il y a des erreurs qui sont liées au business, des fois, qu'on peut pas contourner. Et donc, le côté, ce qu'ils apprécient beaucoup, les gens, c'est aussi la côté relecture manuelle, donc qui fait un tiers de notre audit, parce que c'est des choses qu'ils ne voient pas ailleurs et pas dans Sonar. Et que c'est pas si dur que ça à faire, parce qu'on fait pareil, beaucoup de recherches regex sur le SQL par rapport à leur schéma de base, etc., pour trouver des erreurs, des manques d'index, des trucs comme ça, et c'est des trucs que les gens prennent pas le temps de faire, et ça, c'est pas si évident que ça à faire. C'est si évident de ça, parce que d'ailleurs il y en a qui nous ont demandé nos regex ou comment on recherche pour essayer de le faire au fur et à mesure, plutôt que de venir après coup et de le remarquer, quoi. Donc c'est plutôt sympa aussi. Et puis moi, ce que je trouve bien, c'est ce que tu vois, le Sonar, des fois dans les entreprises, tu vois, il est déployé, mais en fait, quand tu es développeur, t'as pas envie d'aller sur ton Sonar tous les jours. Alors moi, j'étais un maniaque du Sonar. Oui, mais la majorité des gars, c'est pas le cas. Parce que quand j'étais team lead, tous les soirs, quand je voyais tous les push-ups, j'allais voir le Sonar, et donc je prenais toujours un peu de temps pour corriger les règles. Mais t'as raison dans le sens où là, donc nous, on importe, on met dans notre Sonar, mais quasiment toutes les équipes ont un Sonar dans leur Sonar propre pour leur projet qui est fourni par EDF. Et il y en a plein qui découvrent. On dit, vous avez votre Sonar? Ah bon, et les mecs, ils connaissent pas leur URL de leur Sonar. C'est un peu le problème de tous ces trucs qu'on déploie à l'échelle de l'entreprise. Exactement. Atomique, en fait, c'est pas du tout. Et c'est vrai que c'est dommage en tant que développeur, parce que je pense que. Moi, j'ai appris énormément de choses avec Findbugs. Tu vois, c'est un plugin de mes trucs, et j'ai passé des heures à essayer de comprendre toutes les règles. Et comme Sonar, moi en corrigé, j'apprenais des nouveaux trucs. Quand tu voyais tu dis avec un esprit de critique, il y a des trucs qui sont. Puis des fois, tu dis mais c'est débile. Ouais, et puis tu dis en fait. Et en fait, t'apprends à bien développer comme ça, aussi, en corrigeant des petits trucs bidons, quoi. Mais après, t'y penses et tu le fais tout le temps, donc. Et puis même, je trouve que ça permet même quand tu développes bien et depuis quelques années, des fois tu rates des trucs parce que t'es juste pas concentré le jour-là, et ça te ramasse des trucs. Complètement, et t'as tes habitudes aussi qui sont des fois pas forcément les meilleures. Oui, surtout avec les nouveaux langages, tu sais qu'il y a même des nouvelles manières de faire les choses. Framework qui arrive, tu fais encore à l'ancienne. Tu fais comme un vieux. Parce que t'as oublié qu'il y a une nouvelle méthode dans le framework qui te fait exactement ce que tu voulais. Ça fait combien de temps que vous avez lancé le pôle génie logiciel? 2020, c'était pendant le Covid. 4 ans. C'était été 2020, je crois. Un truc comme ça. Ça fait 4 ans, quoi. Ouais, 4 ans, ça fait 4 ans. Ouais. Et c'était à refaire, tu ferais pareil? Franchement, ouais, c'était plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, on a quand même des très très bons retours. Ouais. Alors évidemment, il y aura toujours des trucs à améliorer, et on essaye au fur et à mesure de rajouter des petits trucs. Ce qui nous manque des fois, c'est le temps, parce que comme on a toujours des audits, c'est se trouver un jour par-ci par-là pour. Alors l'été, on arrive un peu plus parce que la vie des projets est plus calme chez nous. Mais bon, il y a aussi des congés, donc enfin voilà, c'est ce côté-là qui est avoir un peu plus de temps. Je me posais la question. On a beaucoup parlé de code, de qualité, de tout ça. Est-ce que vous avez envie d'aller, ou vous êtes allé sur la partie à la fois architecture et la partie chiffrage des projets? Parce que ça, c'est vraiment un sujet, tu vois, l'architecture qui est vachement dur parce qu'il dépend vraiment du besoin. Ouais. Et la partie chiffrage, de combien ça coûte, moi je trouve que c'est un truc qui peut être challengé par une équipe génie logiciel. Alors, chiffrage, on a fait beaucoup. On a lancé un pôle chiffrage, enfin le même à l'intérieur d'une cellule chiffrage
en même temps qui servaient en gros de deux choses. Chiffrer des migrations d'une techno à une autre, d'une techno à un socle, parce qu'on a un socle chez EDF, ou alors des grosses montées de version, des choses comme ça, ou aussi ce qu'on appelle des contre-chiffrages. C'est quand le chef de projet est vraiment perdu et qui doit juste s'asseoir sur son Scrum Master, mais qui comprend pas en fait le chiffrage. Nous, on lui propose de venir avec un point de vue complètement extérieur, de prendre juste ce qu'ils ont en spec. Alors des fois, c'est vraiment très maigre. Et des fois, tu comprends pourquoi ça ont chiffré n'importe quoi. Je comprends complètement. Et nous, on fait un macro chiffrage qui vaut ce qu'il vaut, mais qui permet aussi au chef de projet de voir les petits trous dans les specs que sinon on les a pas compris. C'est peut-être qu'aussi il y a des soucis. Qui sont pas compris. Exactement. Donc c'est à ce côté-là qu'on a lancé, qui a très très bien marché. Jusqu'en 2023, cette année, il y en a beaucoup moins, qu'on ne s'explique pas trop, mais en tout cas, on a fait quand même, je pense, une bonne 30aine ou 40aine de chiffrages en tout. Et côté architecture, on a fait pas beaucoup, mais en fait, c'est à la demande. C'est des chefs de projet qui viennent nous voir en disant je sais pas par où prendre le truc. Exactement. On a une réunion de conception avec nos développeurs. Est-ce que vous voulez venir en tant que spectateur et apporter des conseils s'il y a besoin? Donc j'ai dû en faire 3-4 depuis 2 ans. Donc c'est vraiment donner des avis sur des. Après c'est l'architecture au niveau applicatif, pas l'architecture au niveau serveur, etc. Non, je parlais vraiment en termes d'appli, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est arrivé sur les usages de certains frameworks, le découpage des applications, comment les découper, mais c'est vrai qu'on vient pas beaucoup nous voir là-dedans parce que déjà c'est régulièrement aux nouvelles applis et on ne crée pas une nouvelle appli tous les 4 matins, mais on a été amené 2-3 fois à venir, ou alors juste des emails de conseils. Ça par contre un peu plus, des emails en disant on propose ce framework, celui-là, telle version, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Ça, donc, et j'imagine Unitep c'est très gros. Pour vous faire connaître, vous avez fait quoi? Vous avez une newsletter, vous avez fait de la pub, tu allais coller tes petites étiquettes à la machine à café. Alors vous allez chercher un petit audit. Des sponsors au début, des bons sponsors, donc Vincent dont je parlais, nos managers qui nous ont sponsorisé pas mal. Et au début de la création, on va dire tous les tech leads un peu de mon métier, on était ensemble, répartis sur plein de projets. Donc c'était aussi à eux de porter la bonne parole. Et après, on va dire, c'est justement juste le bouche à oreille, parce que cette bonne parole, on la porte plus depuis maintenant 2 ans, je pense. On n'a plus besoin de faire des présentations aux différents séminaires ou n'importe quoi, mais on est connu, on va dire, et les gens viennent nous voir. Globalement, on n'a pas, on tourne à une 40-50aine d'audits par an, donc quasiment un par semaine, sachant qu'il y a les congés dedans, donc c'est ça tourne. Et qu'il y a un peu de chiffrage aussi, donc non, ça tourne et globalement ça, on n'a jamais eu le besoin d'aller gratter à la porte pour avoir du taf. Pour avoir du taf. Donc c'est quoi l'avenir? C'est quoi la vision du GL dans 5 ans? C'est une très bonne question, ça. Je pense que les langages vont évoluer, parce que EDF a pris une tournure un peu plus vers le cloud, donc il y a aussi les applications qui vont changer, donc il va falloir se mettre un peu à jour là-dessus, donc plus de les applications un peu différentes à évaluer, plus de TypeScript, plus de Python peut-être, des trucs comme ça, qui aujourd'hui on n'a pas énormément. Donc côté technologique, je pense que ça va pas mal évoluer. Après, je pense qu'il y a toujours besoin de génie logiciel. Et en parlant dans d'autres, donc comme je disais, on a aussi d'autres DSI dans EDF. Ils savent qu'on existe, et ils disent c'est une super idée. Donc je pense qu'il y a toujours besoin, et ce serait bien que ça se diffuse un peu plus. Pourquoi pas la DSIT ou des choses comme ça. Est-ce que tu peux prendre un peu de recul et de dire, maintenant imagine un autre contexte qu'EDF, c'est quoi les conseils que tu donnerais à une DSI, disons, pour monter un pôle génie logiciel? Tu peux envoyer ton CV si tu veux. Oui, il trouve mon LinkedIn. En fait, il faut se lancer parce que c'est pas si dur que ça. On a l'impression que, comme tu disais, que c'est un investissement énorme. C'est pas tant que ça a été lancé, on va dire, à 2 bonhommes. Faut des gens quand même qui ont un passif de développeur, et faut pas être junior, parce qu'il faut avoir fait quelques projets et aussi aimer ça. Il y en a qui n'aiment pas ça, qui veulent juste coder, faire des fonctionnalités et avancer, quoi. Moi, c'est vrai, comme je te disais, j'étais un maniaque du sonar, donc j'aime bien le code joli, quoi. Mais c'est pas si compliqué à faire, en fait. Donc, et il y a moyen de se faire aider, dans le sens où ça se trouve toujours un bon tech lead qui est là pour donner lui sa vision. Nous, on a fait plusieurs réunions au début avec 2-3 tech leads, disant, toi, tu penses quoi, ça. Alors moi, je dirais qu'il y a un travers, je sais pas, tu partageras peut-être pas, mais il y a un travers de l'informatique moderne, c'est que le tech lead sur le projet
Il est un peu devenu cette espèce de, je sais pas quel est le bon terme, mais tu vois cette princesse. Ce gourou. Le gourou, c'est très bien. Voilà, mais gourou un peu princesse, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est pas forcément. Il faut que t'aies quelqu'un qui a quand même, à mon sens, quelqu'un qui a envie de faire progresser l'entreprise et pas juste son projet. Et c'est pas forcément les mêmes typologies de personnes. Non, je suis d'accord, mais oui, moi je trouve aussi qu'il y a Tech Lead, il y a une gouroutisation. Ouais, Je sais une pas quoi. gouroutisation probablement. On va lancer ce terme. Ouais, de Tech Lead ou je sais pas trop. Il y a plus d'arrogance qu'avant, je pense, là-dedans. Ouais. Mais je l'explique pas pourquoi. Toi, t'as peut-être tu vois plus de projets en tant que. Ouais, alors moi je pense qu'effectivement il y a ce côté, on leur a donné beaucoup plus de pouvoir que ce qu'ils avaient. Et maintenant, ils ont un peu trop de pouvoir, je trouve. Je pense qu'il y a le côté de pouvoir. Il y a aussi, je pense, beaucoup d'équipes qui ont plus de juniors qu'avant, peut-être. Et donc, forcément, ils sortent. Le seul gars qui a un peu de... Moi, les projets que j'ai encadrés dernièrement, c'est vrai qu'il y avait un senior ou deux seniors quand max et une armée de exactement. Donc, c'est peut-être ce côté-là aussi. Donc, comme il y a beaucoup de jeunes, c'est lui et donc le pouvoir arrive, quoi. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre à dire sur le génie logiciel avant qu'on passe aux questions rituelles de la fin? Non, mais comme moi, je connais quelqu'un de bien qui m'a dit un jour qu'il faut qu'on fasse du code, qu'on soit fier de léguer à nos enfants. C'est un grand penseur. Un grand penseur. Et donc, c'est un peu ça, quoi. Pour moi, c'est pas juste coder joli, c'est coder joli, c'est que derrière, c'est qu'on y gagnera en plein de choses, en fait. déjà pour la beauté du geste. Et aussi parce qu'on y gagne en performance, on y gagne en lecture. Ouais, exactement. Donc, c'est vrai que si on prend le cycle de vie large d'une application, en fait, on n'y est pas perdant à travailler correctement dès le début. Complètement. Moi, dans le nombre de mes projets, on a dû des fois complètement supprimer des trucs entiers parce que personne n'arrivait à lire ce code qui était dégoûtant et le recoder pour qu'on puisse avancer, quoi. Donc c'est du temps perdu si on le fait pas. On va avancer vers la fin. Alors moi j'aime bien poser quelques questions sur la fin. La première question, c'est est-ce que tu as encore un rêve de technologie ou un rêve de projet? Parce que je veux dire, avec ton âge, toi qui as tout vu. Ouais, c'est ça. Alors, moi, du haut de mes 22 ans, j'aimerais bien quand même retourner... Là, le code me manque un peu, parce que, mine de rien, c'est le comble de ces trucs-là, mais c'est comme beaucoup de choses. C'est que je code plus beaucoup, en fait, voire plus du tout, quasiment, à force de regarder du code. Donc, ouais, c'est ce côté de revenir côté dans un métier de reproduire un peu du code et algorithmique, quoi, parce que j'ai toujours été plus back... Donc, ouais, c'est ce côté-là qui me manque un peu. Donc, j'aimerais bien retourner un peu vers mes premiers amours. Autre question, est-ce que tu peux nous donner avec tes... Alors, je vais choisir moi-même le mot que tu vas définir, parce que je sais que tu as peut-être préparé. Est-ce que tu peux me donner la définition avec tes mots de qu'est-ce que c'est qu'un... Allez, je vais choisir un bon projet. C'est pas celui-là que j'avais choisi. Un bon projet, c'est très très dur. Parce que, enfin moi, les bons projets que j'ai aimés, il y avait le côté un package technologique, mais aussi le package business qui était intéressant. Parce que si tu fais moi j'ai déjà fait des projets business où je comprenais rien, c'était pas passionnant, c'était vraiment que des trucs abstraits. Et c'est dur de se mettre dedans et de comprendre ce que tu fais et donc d'être motivé par ton code, quoi. Donc pour moi il y a quand même pour moi il y a le côté business qui est intéressant et après des technologies un peu logiques, quoi, par rapport au business, quoi. C'est pas faire cette techno parce que j'adore cette techno alors que en fait il y a pas besoin. Voilà, on va pas sortir la sulfateuse pour un petit truc pour le bloc de grand-mère par exemple. Donc c'est ce côté-là où que les technologies sont choisies intelligemment, quoi. Je suis pas un ayatollah d'une telle technologie, même si j'ai mes préférences comme tout le monde, mais au PHP. Non, même pas, j'en ai fait. mais au moins on rigole pour ceux qui nous écoutent parce qu'après on se fait tracher sur les commentaires. C'est vrai. Quand on dit un truc négatif sur une techno, il y a toujours les fans de la techno qui... Non, le PHP c'est très bien en 2000. Mais ouais, au moins que la technologie, la logique dans le projet. Moi j'aime bien ça. Avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous donner un petit conseil pour nos auditeurs? Un conseil sur... La vie en général, sur l'informatique, sur le début de carrière, sur le milieu de carrière, ce qui te passe par la tête. Ça c'est une question piège. Non, ne pas avoir peur du changement, en fait. Au début, j'ai eu trop peur du changement, je pense. Je suis resté trop longtemps sur la même entreprise, sur les mêmes projets un peu moins intéressants. Et après, j'ai commencé à changer beaucoup de villes, d'entreprises et appris pas mal de choses. J'ai appris beaucoup plus en voyageant qu'en
comme restant planté sur ma chaise. Donc voyageant au sens aussi du travail, hein, comme je disais, j'ai fait plusieurs villes et je pense que ça permet de voir les choses différemment, de moins être dans sa petite bulle et d'apprendre d'autres manières de faire, bonnes ou mauvaises, mais au moins on sait qu'il y en a d'autres, quoi. Merci Julien. Merci à toi.